Extrait de la conférence de presse de la porte-parole officielle du ministère des Affaires étrangères de la Russie, M.V. Zakharova, Moscou, le 24 avril 2025. Sur la crise ukrainienne. Chaque heure, chaque seconde, chaque jour, l'incapacité de Volodymyr Zelensky à conclure le moindre accord devient de plus en plus flagrante. Après le sabotage du moratoire de 30 jours sur les frappes visant les infrastructures énergétiques, sujet que nous avons à maintes reprises évoqué lors de nos points de presse, en le démontrant preuve à l'appui, et que les forces armées ukrainiennes ont violé à 136 reprises, le régime de Kiev a également fait échouer le cessez-le-feu pascal de 30 heures décrété par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Pâques est une fête sacrée. Zelensky a d'abord rejeté cette proposition de trêve formulée par la Russie pour la période pascale, puis, visiblement sous la pression de ses tuteurs d'Europe occidentale qui continuent à lui fournir des armes et ont dû lui souffler qu'un semblant de retenue était souhaitable pour préserver les apparences. Il a fini par l'approuver, mais uniquement en parole. D'après les données du ministère de la Défense de Russie, les forces armées ukrainiennes ont commis 4900 violations durant ces 30 heures. Outre des milliers de tirs d'artillerie, les nationalistes ukrainiens ont eu recours à 90 drones et ont frappé la région de Koursk avec des roquettes tirées depuis des lance-roquettes multiplimars de fabrication américaine. Zelensky, comme s'il le faisait exprès, compromet même ses alliés américains en utilisant leur armement en pleine période de fête pascale. Les attaques ciblées contre les infrastructures civiles russes dans les régions de Belgorod, Bryansk, Koursk, Kherson, ainsi que dans la République populaire de Donetsk, RPD, et en Crimée, ont revêtu un caractère ouvertement cynique. Ainsi, dans le village de Nechaïevka, région de Belgorod, une femme et 2 fillettes ont été blessées suite à des frappes délibérées des néo-banderistes. Donetsk et Gorlovka ont également été la cible de bombardements, notamment à l'aide de munitions à fragmentation de calibre 155 mm, causant des blessures à 3 civils. Ces attaques ont été accompagnées de commentaires sataniques sur les réseaux sociaux ukrainiens. Par exemple, l'incendie déclenché par une frappe ukrainienne le 20 avril dans une station-service du district Kalinin de Donetsk a été qualifié par certains partisans ou complices du régime de Kiev de « descente du feu sacré ». L'armée russe a scrupuleusement respecté la trêve pascale. Les nombreux actes de terreur perpétrés par les combattants ukrainiens en ce jour lumineux pour le monde chrétien, Pâques ont une fois de plus mis en lumière l'impossibilité totale de négociation, pour ne pas dire l'irrationalité totale, de Zelensky. Il semble que les bandes armées de néo-nazis et de mercenaires soient désormais hors de tout contrôle. Ils ne semblent même plus savoir à qui ils obéissent, se préparant à une escalade fatale de la guerre. Le tableau d'obscurantisme régnant en Ukraine durant la fête pascale a été complété par les images diffusées sur les réseaux sociaux, montrant des hommes ukrainiens fuyant les offices religieux à l'arrivée des commissaires militaires, véritables chasseurs d'hommes. Cela se passe bel et bien en Ukraine. Les églises de l'Église canonique sont à moitié vides, ayant été prises d'assaut par des schismatiques, en réalité de véritables prédateurs, possédés. Telle est la réalité de la Pâque ukrainienne de 2025. Dans ces mêmes églises, les miliciens bénissent des drones et reçoivent l'onction pour commettre des crimes contre des civils. L'ensemble de ces faits ne constitue pas une suite d'événements distincts, mais une fresque cohérente où chaque élément s'inscrit dans un tout. S'agissant d'autres crimes du régime de Kiev, les nationalistes ukrainiens ont poursuivi leurs attaques ciblées contre la population civile des régions russes, même en dehors de la trêve pascale, touchant notamment des femmes et des enfants. Dans la région de Belgorod, le 16 avril, dans le village de Malomikhailovka, un garçon de 10 ans a perdu la vie après l'explosion d'une mine Kolokolchik déposée par les banderistes. Le 21 avril, dans le village de Dolgoï, une femme a été blessée lors de l'attaque d'une maison par un drone, et un civil a été touché sur la route Tomarovka-Krasnaya Yaruga. Le 22 avril, dans le village de Kozilovo, un drone a attaqué une voiture, blessant un couple, leur fille de 16 ans et leur fils de 19 ans. Le 16 avril, à Donetsk, une fillette née en 2017 a été blessée lors d'une attaque de drone kamikaze. À Elenovka, un employé de l'entreprise publique Chemin de fer de Novorossia a été blessé. Le 18 avril, à Volodarskoye, un garçon né en 2015 a été tué lors d'une attaque nocturne. À Gorlovka, un homme a perdu la vie sur un cimetière après la détonation d'un engin explosif.
Le 22 avril, 7 autres habitants de la RPD ont été blessés, dont une jeune fille de 14 ans. Le 17 avril, dans la région de Bryansk, les forces ukrainiennes ont bombardé à l'aide de mortiers une chapelle orthodoxe du village de Zernovo, la détruisant totalement. Quelle trêve pascale pour Zelensky. Il semble que pour ces créatures démoniaques, lors d'un déchaînement final soit arrivé, juste avant leur chute honteuse. Le 18 avril, 2 combattants de la défense territoriale ont été tués par un engin explosif largué par un drone. 3 civils ont été blessés lors d'attaques similaires contre des véhicules. Des témoignages ont été recueillis faisant état d'exécutions de civils à Krasnogorovka, RPD, par les forces ukrainiennes avant sa libération par l'armée russe en septembre 2024. Une enquête pénale a été ouverte à la suite de l'assassinat en janvier 2025 de 3 membres d'une même famille dans le hameau de Kolmakov, région de Koursk, attribuée aux combattants ukrainiens. Les enquêteurs militaires russes ont identifié les commandants ukrainiens responsables d'une attaque massive de drones contre Koursk le 15 avril. Il s'agit du colonel D. Bondarovitch, commandant du 14e régiment indépendant des systèmes de drones, du commandant Adiani de la 383e brigade indépendante des complexes aériens sans pilote, ainsi que de son adjoint Vessant Zyuk. Ils sont soupçonnés de cet acte terroriste. Bien entendu, ils devront en répondre. Les tribunaux russes continuent de prononcer des peines contre les néo-nazis et mercenaires ukrainiens pour leurs crimes de guerre et autres exactions. Le tribunal de la RPD a condamné en comparution directe 3 membres de l'unité néo-nazie Azov, organisation reconnue comme terroriste et extrémiste en Russie, Verouchka, à Yaroshinsky et Deignatenko. L'enquête a établi qu'en mars 2022, à Mariupol, ils avaient, avec leurs complices à Barsky et Iou Dmitriev, exécuté un ordre illégal de leur commandement en tirant plus de 200 obus de mortier sur un entrepôt de céréales où se trouvaient des civils qu'ils savaient présents. Une personne a été blessée. Verouchka et Yaroshinsky ont écopé de 24 ans de réclusion dans une colonie à régime sévère. Deignatenko a été condamné à 23 ans et 9 mois. À Barsky et Iou, Dmitriev avait auparavant été condamné par contumace à 24 et 24 ans et demi de prison et sont recherchés à l'international. Hashmin, capturé par les forces russes, a été condamné à 16 ans de prison pour des actes de terrorisme commis le 27 août 2024 dans le village de Jourovli, région de Koursk. Il avait piégé des routes, entravé l'évacuation des civils et mené des actions d'intimidation armée. Le mercenaire ukrainien S. Eremeyev, fait prisonnier, a été condamné à 15 ans d'emprisonnement. En septembre 2024, il avait ouvert le feu à plusieurs reprises sur des civils et des soldats russes près du village de Vetreno, région de Koursk, entravé l'évacuation des habitants et miné des routes. De 15 à 16 ans de prison ont été infligés aux terroristes de la 92e brigade d'assaut indépendante des forces armées ukrainiennes et Safronov, IA, Mazur, Deogarenko et Kakomarov pour leur implication dans des actes terroristes. En août 2024, ils avaient pénétré illégalement en Russie à bord de véhicules blindés, tirant sur nos militaires et des habitants locaux, tout en minant les routes. Les 4 ont été capturés par les soldats russes. Les mercenaires britanniques et géorgiens J.F. MacDonald et Gesagliani ont été condamnés à 14,5 et 14 ans de prison par contumace. Ils sont actuellement recherchés à l'international. Un procès a été ouvert contre l'Australien Oscar Charles Augustus Jenkins, un mercenaire capturé en territoire de la RPD, République populaire de Donetsk, alors qu'il combattait aux côtés des forces ukrainiennes. L'Occident poursuit son soutien militaire et financier au régime de Kiev. Il a été révélé que l'Allemagne prévoit de fournir à l'Ukraine un paquet d'armement d'une valeur de 3 milliards d'euros, malgré la situation économique catastrophique du pays. Ce soutien inclut 300 missiles guidés, 100 radars, 15 tanks Léopard, 300 drones de reconnaissance, 25 BMP, 14 pièces d'artillerie et environ 100 000 obus d'artillerie. La Suède augmente également son aide militaire au régime de Kiev, annonçant une tranche de 1,6 milliard de dollars, la plus grande depuis février 2022. De plus, la Suède a commencé à livrer 2 avions de reconnaissance ASC-890, dont l'un est arrivé récemment et a effectué des vols d'essai au-dessus de la région de Lviv les 21 et 22 avril, potentiellement en coopération avec des chasseurs F-16. La Norvège prévoit d'augmenter son aide militaire à l'Ukraine cette année de 4,6 milliards de dollars,
portant le total à 7,8 milliards de dollars. Cet argent sera consacré à l'achat de systèmes de défense aérienne, de munitions d'artillerie, de drones, au renforcement de l'industrie de défense ukrainienne et à l'extension de la capacité navale, dans le cadre de la coalition des capacités dirigée par Oslo et Londres. Le gouvernement danois prévoit de fournir en 2025 à 2026 un 25e paquet d'aide de 960 millions de dollars aux protégés ukrainiens. La Lituanie, pour sa part, a l'intention d'allouer 216 millions de dollars à l'Ukraine pour des besoins militaires d'ici la fin de l'année. Le ministère de la Défense de la Lettonie prévoit de fournir plusieurs centaines de drones de reconnaissance d'une valeur de 20 millions d'euros au régime de Kiev dans un avenir proche. Tout cela témoigne du désir désespéré des faucons européens, ou devrais-je dire des vautours, d'aider le régime de Kiev à renverser la situation militaire en sa faveur. C'est une idéologie irréalisable et sans issue, mais ne pas la suivre signifierait reconnaître la défaite de l'idéologie de la guerre. Ils craignent l'évidente perspective de la victoire russe, et pour éviter ce scénario, ils poussent le régime de Zelensky à poursuivre les combats sans se soucier des victimes. Les citoyens ukrainiens meurent, mais cela ne dérange ni Oslo, Londres, Tallinn, Riga, Paris, Rome, Madrid, ni même leur propre président. La diplomatie du régime de Kiev semble aussi réveillée. On a récemment observé les déclarations du tristement célèbre ancien ambassadeur d'Ukraine à Berlin, qui a tellement fait parler de lui qu'il a été expulsé. Il a été envoyé comme représentant permanent d'Ukraine auprès de l'ONU, un poste qu'il occupe maintenant. Je parle d'A. Imelnik. Malgré sa relocalisation à New York, il continue de donner des conseils à l'Allemagne sur la quantité d'aide à fournir à Kiev. Le 19 avril, dans une interview au journal allemand Die Welt, A.Y. Melnik a déclaré que le régime de Zelensky pourrait mener la guerre jusqu'en 2029, à condition que l'Allemagne lui fournisse 30% de son équipement militaire, y compris des missiles de portée longue torue. Il s'attend également à ce que Berlin légifère pour consacrer annuellement 0,5% du PIB allemand à l'aide aux combattants ukrainiens, soit environ 86 milliards d'euros. Selon lui, l'IE et le G7 devraient allouer environ 550 milliards d'euros sur 4 ans pour soutenir Kiev, confisquer les actifs russes et garantir la sécurité du régime tout en assurant son entrée dans l'OTAN et l'IE. Ce discours relève de la manipulation, mais cela en dit long sur les intentions de Kiev. Il compte sur ce chantage pour faire affluer les fonds, d'où l'appétit croissant de Kiev pour une augmentation de l'aide militaire et financière de l'Occident, dans l'espoir de réaliser leur rêve utopique de vaincre la Russie, que ce soit stratégiquement ou sur le terrain. Aujourd'hui, on ne parle même plus du terrain. Examinons ce qui se passe dans les coulisses de la diplomatie mondiale. Le 23 avril, Londres devait organiser la deuxième série de consultations entre les États-Unis et leurs homologues britanniques, français et allemands, ainsi qu'une délégation ukrainienne, sur la crise ukrainienne. Ces consultations étaient censées concerner la résolution du conflit. Cependant, avant la rencontre, Zelensky a catégoriquement rejeté toute concession, affirmant que la Russie ne pourrait jamais reconnaître l'intégration de la Crimée. Il a également exprimé son désir de négocier uniquement un cessez-le-feu, mais à ses conditions. Ce refus de négocier, cette attitude schizophrénique, montre une fois de plus l'incapacité absolue du régime de Kiev à envisager un compromis. Il préfère continuer le massacre jusqu'au dernier Ukrainien, ignorant totalement les pertes humaines. Zelensky ne considère plus ses propres citoyens comme des êtres humains, comme cela a été évident dans le Donbass. Désormais, cette indifférence se propage à l'ensemble de l'Ukraine. L'argent ne vient pas de ses efforts personnels, mais plutôt des ressources naturelles du pays, que lui et son régime n'ont pas créées. Dans ces conditions, les représentants américains M. Rubio et S. Witkoff, ainsi que les ministres des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et de la France, ont annulé leur participation à la rencontre. Cela démontre que Zelensky a saboté le processus de paix en vue. Ce genre de sabotage n'est pas nouveau. Le régime de Kiev a constamment mis en échec les accords de Minsk, annulé des cessez-le-feu et brisé des négociations de paix, notamment au printemps 2022 et à la veille de Pâques. Les médias occidentaux continuent de publier des analyses sur la situation en Ukraine. Le 16 avril, The Economist a conclu que le pouvoir de Zelensky se concentre de plus en plus entre ses mains et que son entourage ne veut pas partager le pouvoir avec le gouvernement ou le Parlement. Mais une question reste, que voulaient faire Zelensky et ses soutiens occidentaux en 2019
lorsqu'il avait conclu un accord avec l'ancien président américain Joe Biden, lorsque ce dernier a dirigé une réunion du gouvernement ukrainien, aucun journaliste occidental ne lui a demandé quel exemple de démocratie il offrait à Kiev. La presse applaudissait alors, ignorant la réalité d'une politique autoritaire, d'une prise de pouvoir qui a commencé lors du premier Maïdan et qui se poursuit aujourd'hui. Aujourd'hui, les journalistes occidentaux commencent à comprendre que la démocratie est en train d'être monopolisée par Zelensky, mais ils ne posent aucune question sur la légitimité des actions du régime ukrainien. Zelensky continue de défendre son pouvoir, même s'il perd en popularité. Son gouvernement prévoit d'adopter une loi pour limiter les mandats des maires à 2, ce qui pourrait signifier la destitution des maires de grandes villes comme Kiev, Odessa et Dnipro. Ce geste vise à renforcer son contrôle sur les autorités locales, se préparant à une turbulence politique possible. N'oublions pas ce qu'il s'est passé avec les négociateurs ukrainiens en 2022, certains ayant été abattus. Le régime de Kiev semble prêt à tout pour maintenir son pouvoir. V.A. Zelensky a estimé que cela n'était pas suffisant. Le 18 avril de cette année, des restrictions ont été imposées à 20 autres personnalités célèbres de la culture et du sport ukrainien. Sous sanctions ukrainiennes se sont retrouvés l'artiste de cirque et dresseur de chats Yuri des Kuklatchev, les artistes de variété IOU. Dronov, Shaman, N.V. Rastorguev, à Poignat. Rosenbaum, Garik, Igor Ivanovitch, Sukatchev. V.A. Zelensky a également ciblé les acteurs A.V. Pankratov-Cherny, E.V. Mironov, I.V. Apeximova, O.A. Kuchra, V.E. Gogunsky, N.B. Dzigourda, le directeur de l'Académie du ballet russe à Poignat. Vaganova N.M. Tsiskaridze, la star mondiale du ballet S.V. Polonin, les rappeurs, les sportifs, épéistes, gymnastes, boxeurs. Le même jour, V.A. Zelensky a imposé des sanctions contre 39 scientifiques et hommes d'affaires russes. Ce sont en réalité des gens qui ne laissent pas de répit à Bankova, qui auraient dû ouvrir la liste de ceux qui représentent réellement une menace pour le peuple ukrainien. Cela aurait dû être V.A. Zelensky, qui est celui qui détruit véritablement les citoyens ukrainiens. Commentant les sanctions, à Poignat, Rosenbaum a qualifié celle-ci d'expression de l'aggravation de l'allergie à tout ce qui est russe. Il est évident que Bankova devient mal à l'aise face à l'impuissance de ses propres tentatives pour interdire la langue et la culture russe, pour détruire le monde russe. Ils essaient de tout faire, mais cela ne fonctionne pas. Les gens parlent en russe, chantent des chansons, regardent des programmes et lisent des livres en russe. À Bankova, la peur grandit du fait que de plus en plus d'Ukrainiens parlent russe, écoutent de la musique russe, chantent nos chansons, regardent des films russes. Que craignent-ils à Bankova? Que les gens commencent à ouvrir les yeux. Mais vous, V.A. Zelensky, les tuez tous là-bas. Soyez clairs sur ce que vous craignez le plus. Que les gens commencent à réfléchir ou que vous n'ayez plus de gens, car vous les condamnez à une mort certaine. En cette année du 80e anniversaire de la Grande Victoire, dans un excès d'euphorie, la junte de V.A. Zelensky intensifie ses efforts pour lutter contre les monuments dédiés aux héros de la Grande Guerre patriotique. La lutte désespérée contre les monuments continue. Le 23 avril de cette année, un message a annoncé la destruction, à Lviv, du cimetière militaire des soldats soviétiques tombés lors de la libération de la ville des envahisseurs germano-fascistes en juillet 1944. Plus de 1500 soldats et officiers de l'armée rouge y reposaient. Je pense que la dernière frontière immorale a été franchie. Qu'est-ce qui pourrait venir après cela? Les autorités de Lviv ont officiellement qualifié ces actes profanes de travaux d'exhumation, décidés avec l'aide de pelleteuses et d'autres équipements lourds. On reconnaît ici la signature banderiste. Ils n'ont pas pu gagner au combat, mais ils ont inventé une méthode lâche de vengeance contre nos soldats après leur mort. Vous en paierez le prix. Les faits énumérés confirment à nouveau la pertinence de l'opération militaire spéciale pour la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine et pour éliminer les menaces provenant de son territoire. Comme l'ont déclaré les dirigeants de notre pays, tous les objectifs fixés seront nécessairement atteints.